bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à mon ami Jean-Michel Beata, Richard et toute l'équipe de Médecine et Culture de cette invitation. Et je le doyen de son accueil dans cette faculté de médecine. Alors bon, le film de Philippe, oui, bah, c'est plus là. Le film de Philippe, ça fait vraiment une douzaine de fois que je le vois, mais chaque fois ça me donne des idées différentes. Je ne sais plus très bien par rapport à ce qui avait été préparé en coulisses, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on peut voir aussi un peu les choses en coulisses. Ça change un petit peu mon angle par rapport à ce que j'avais prévu, parce que je pensais que vous parliez de la médecine, la révolution numérique en médecine, c'est un certain nombre de points, mais je voudrais quand même réagir. La première chose que je voudrais dire, c'est j'ai pensé très fortement à cette phrase de Nietzsche qui dit « Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité ». Il parlait de la vérité de la méthode, de la vérité des sciences. Et on voit bien, justement, avec le film de Philippe Morel, que nous avons l'art pour ne pas périr, effectivement, des méthodes et des pratiques de la nouvelle technologie. Il apparaît qu'il ne nous donne pas simplement une série d'informations, il nous apporte des informations. C'est un documentaire qui, bien évidemment, ramasse, si vous voulez, des informations, mais c'est aussi une mise en récit. C'est aussi une rhétorique par les images, une écriture par les mots et les images, que je dis d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un élément artistique, un élément de fiction aussi, qui s'assume comme tel. Et c'est peut-être cela qui fait, je dirais, la spécificité, forcément le pléonasme de l'espèce humaine. C'est-à-dire, comme le dit Nancy Huston, nous sommes une espèce fabulatrice. Et chaque fois qu'on veut gommer, effacer cette dimension de fiction, cette dimension fabulatrice, nous risquons, il faut le dire, enfin moi en tout cas je l'ai dit dans un des bouquins, nous risquons le technofascisme. Parce qu'il s'agit effectivement de fascisme. Alors, très bien, il faut aussi préciser que je ne suis pas technophobe, je suis technophile, je suis extrêmement dépendant aux instruments, on en parlera, mais il faut savoir aussi ce que représentent, à la fois politiquement et subjectivement, n'est-ce pas, les instruments dont nous nous servons et qui finalement nous asservissent. L'autre point, c'est que le terme de cybernétique, et tu l'as dit, d'une certaine manière, le terme de cybernétique, il a été d'abord employé par mon père pour désigner la science du gouvernement. Et il s'est endormi comme ça pendant quelques siècles, avant d'être récupéré, comme vous le savez, comme science de l'interaction des informations, des machines, etc. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Norman Diner, qui est un des inventeurs justement de la cybernétique, des machines autorégulées, qu'on trouve dans le corps humain au niveau des boucles gamma et muscles, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, Norbert Wiener, dans un très beau livre qui s'appelle Cybernétique et Société, il y a déjà plus de 70 ans, s'inquiétait terriblement de voir nos sociétés transformées, je dirais, en termitières. C'est-à-dire qu'effectivement, un univers qui passe uniquement par l'information et qui efface complètement cette dimension de récit, cette dimension de fabulation, est un univers qui est fait pour des machines ou pour des insectes. Il y a un risque qui est majeur, on le retrouve chez Freud d'ailleurs, dans le malaise de la civilisation, 1930, n'est-ce pas? Il y a ce risque majeur. En gros, si on doit être simplement utile, efficace, alors la culture est totalement inutile, l'art est totalement inutile, l'amour est totalement inutile. Je veux dire que il va de soi qu'on voit bien déjà au niveau de la dérive par rapport à la connexion. Parce qu'on se connecte, quel est le but de la connexion? Ce n'est pas de communiquer, ce n'est pas d'échanger, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas de raconter une expérience, de raconter une histoire. Le but de la connexion, c'est de se connecter. Et c'est de se rendre visible socialement. C'est-à-dire on voit bien par rapport, j'en parlais hier au CHU, enfin à propos d'une conférence où j'étais invité par le collège de psychologues, on voit bien, si vous voulez, comment il y a un dessin humoristique que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? On voit deux personnes à côté d'un cercueil, n'est-ce pas? Et qui dit, mais c'est quand même très curieux parce qu'il avait 2000 amis sur Facebook. Alors c'est peut-être pas des vrais amis, puisqu'au moment de son enterrement, il y a deux personnes. C'est-à-dire qu'on est incité à, si vous voulez, dans les modèles de la connexion aujourd'hui, à transformer finalement vos expériences de vie en spectacle, en marchandise. En spectacle, qu'est-ce que c'est? Guy Debord disait que le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc il y a ce risque majeur. Alors, à partir de là, je vais dire un certain nombre de choses très rapidement. Le premier, c'est que c'est un vieux rêve, ce rêve du
monde cyberphysique, des cyborgs, etc. La fin du XIXe siècle, vous avez, il faut lire L'Ève futur de Villiers d'Azan, n'est-ce pas? Vous avez cette idée du type Lord Evans qui tombe amoureux, je crois que c'est une cantatrice ou une comédienne, elle est magnifique, elle est superbe, elle est un peu chiante, et Edison, son ami, n'est-ce pas, voyant la déprime très profonde de Lord Evans, propose de dupliquer, n'est-ce pas, avec une poupée, et transformer en quelque sorte cette personne, offrir l'automate qui n'aurait pas les défauts du vivant. Et là, on touche un point très important parce que finalement, ce que l'on entend bien aussi dans le film, avec les théoriciens de la singularité notamment, avec le transhumanisme, moi j'ai eu un débat avec l'émission de TLD avec Frédéric Teddy, avec Laurent Alexandre, qui, vous le savez, considère qu'il faut se débarrasser de la mort est une maladie comme une autre, etc. On voit bien qu'il y a cette idée de nous rendre de plus en plus parfaits, c'est-à-dire parfaits et efficaces. Alors, je vais peut-être vous raconter une petite histoire, sinon je vais laisser tomber d'autres points que je voulais vous raconter. Une petite histoire, je l'ai évoquée hier aussi. Bon, vous avez vu, on en parle d'ailleurs dans le film, on va avoir des couteaux qui vont de ce qu'on va couper, un roast beef, de ce qu'on va couper, si vous voulez, un morceau de pain, indiquer le nombre de calories, indiquer la date de péremption, indiquer toutes ces choses. Alors, pourquoi pas? On va avoir aussi des fourchettes qui vont, par exemple, apprendre, n'est-ce pas, aux boulimiques à ralentir leur rythme d'ingestion des aliments. Mais ça va très loin, puisque l'expérience dont je parle, l'expérience qui est très connue, qui va se développer énormément dans le champ notamment de la psychiatrie, c'est une expérience pilote qui a lieu à Londres, n'est-ce pas, j'en ai parlé hier, le monde en a rendu compte en 2014 notamment, qui consiste à ce que, vous savez que la loi de 2012 à Londres est très sévère en matière de consommation excessive d'alcool, qui est un problème de santé publique, puisque 40% des urgences dans les hôpitaux à Londres sont imputables à un excès d'alcool. Alors, comment régler ce problème? Comment trouver une forme du soin, du coup on va approcher la question à la fois du soin et de la médecine, et comment régler ce problème? Alors on trouve un système qui est le suivant, qui du coup, effectivement, ne nécessite pas la présence de thérapeutes, la présence de travailleurs sociaux, etc., qui consiste à porter pour des gens qui ont abusé de l'alcool et qui se sont trouvés, si vous voulez, impliqués dans des comportements, on va dire, un peu antisocial et qui ont été condamnés, puisque la loi de 2012 est impitoyable là-dessus. Les gens sont condamnés, ils payent des amendes, ils doivent aller pointer régulièrement dans les commissariats de police ou auprès d'un conseil de probation, si jamais il récidive et autres. Donc vraiment, il y a une surveillance, il y a un contrôle, il y a une normalisation extrêmement importante. Là, en lieu et place, on a trouvé l'idée géniale de leur faire porter un bracelet électronique, n'est-ce pas, un boîtier électronique autour de la cheville, noir, mais comme on est en démocratie, on pourra demain porter jaune, rouge, vert, etc. On aura le choix de la couleur. Et celui-ci analyse toutes les 30 minutes le taux d'alcool dans la transpiration. Vous avez donc une analyse, n'est-ce pas, du taux d'alcoolémie, et donc à la moindre pinte de bière, l'objet envoie une alerte qui renvoie le fautif devant les tribunaux, le condamnant à une amende, voire en cas de récidive, n'est-ce pas, régulière, une peine de prison. Bon. Alors, ça existe depuis 10 ans, ça existe aussi aux Pays-Bas, ça existe depuis 10 ans aux États-Unis. Je l'ai filmé. Ça a été inventé à Denver. Oui. Je l'ai filmé dans un autre film, Prison à domicile. Et on propose à des personnes qui ont abusé d'alcool, qui ont commis de porter. D'un côté, ils ont le bracelet électronique qui contrôle, c'est ce que tu viens de décrire, l'alcoolémie, et de l'autre, ils ont le bracelet GPS qui contrôle leur mouvement avec des zones de couvre-feu. Ils ne peuvent pas approcher de telle ou telle personne, tel ou tel lieu, et être absolument chez eux de telle heure à telle heure. Et c'est fabriqué par une entreprise qui s'appelle BI, comme Behavioral Interventions, les interventions comportementales. Ils ont commencé dans le traitement du bétail au début des années 70. Aujourd'hui, ils ont développé un marché, ils sont basés à côté de Denver, un marché gigantesque, parce qu'aux États-Unis, les prisons sont souvent privatisées, et en France, avec les partenariats publics-privés, c'est la même chose. Et c'est devenu un business gigantesque. Non seulement on s'occupe de la cuisine, de la santé des prisonniers, mais du gardiennage, du flicage.
Ils en sont jusqu'à contrôler des satellites aujourd'hui. Voilà, parenthèse refermée. Alors, non, simplement, moi je voulais, si vous voulez, vous faire entendre la déclaration de Boris Johnson, le maire de Londres, parce que du coup, elle nous introduit à ceux qui nous rassemblent aussi, c'est-à-dire la question du soin. Je précise que le projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, c'est-à-dire ni les malades, ni les délinquants pour aller très vite. On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, on peut les aider avec cet appareil. Je vous demande de vraiment entendre ça. On peut les aider avec cet appareil. C'est que la forme du soin, aujourd'hui, c'est la surveillance par un bracelet électronique qui mesure donc le taux d'alcoolémie dans la transpiration. Et il ajoute, je crois que c'est moins cher et plus efficace. Alors là, moins cher et plus efficace, c'est les deux mamelles du néolibéralisme, il n'y a pas à discuter. D'ailleurs, vous le savez, lorsque M. Tsipras est allé, n'est-ce pas, négocier la dette grecque à Bruxelles, M. Schäuble, le ministre, n'est-ce pas, du budget allemand, lui a dit « il n'y a aucune raison que les élections changent quoi que ce soit ». C'est-à-dire que c'est efficace, c'est comptable, c'est logique, c'est formel, on ne discute plus. Et donc il y a quelque chose qui est l'effacement de la parole au profit de ce que j'appelle la curatelle technico-financière. Alors, est-ce que c'est effectivement moins cher et plus efficace? Est-ce que c'est plus efficace? Donc on va se reporter sur les résultats aux États-Unis, puisqu'il y a déjà 10 ans, si vous voulez, de décalage. Et on constate que, effectivement, si on prend par exemple des recherches conduites dans le Dakota du Sud, seuls 5% des condamnés boivent pendant la période où ils portent l'appareil. Mais après l'avoir enlevé, le taux de récidive est assez proche des autres personnes condamnées pour un crime lié à l'alcool. Alors, pourquoi c'est important, à mon avis, par rapport à ces questions de santé, de soins, etc., mais je vais y revenir, parce que, bien sûr, du coup, si vous voulez, le travail qui peut être fait auprès de patients donc abusant d'alcool et autres, c'est finalement de trouver un sens aux symptômes, de savoir quelles sont les conditions subjectives ou sociales pour tout simplement prendre acte d'un événement existentiel. Là, c'est pas la peine. C'est-à-dire que le symptôme ou le trouble du comportement, comme on dit maintenant, c'est un mot épouvantable d'ailleurs, c'est pas un problème, si vous voulez, on n'a pas à chercher à savoir si ça a un sens, on n'a pas à chercher à savoir si ça s'articule à une histoire singulière ou collective, on n'a pas à savoir si, n'est-ce pas, c'est dans un contexte culturel ou social ou économique. C'est pas la peine. La seule chose qui compte, c'est la vidéosurveillance des comportements et la correction quasi automatique de ces comportements. Et là, on est face à un problème qui est un problème effectivement à la fois anthropologique, quel type d'espèce humaine nous fabriquons, n'est-ce pas, et, si vous voulez, politique. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas longtemps est sorti un texte, je crois que c'est dans le quotidien des médecins, qui insistait sur l'existence aujourd'hui d'une start-up polytechnique avec un bracelet qui déterminait aussi, par toute une série, si vous voulez, d'éléments algorithmiques, le degré de dépression, et qui envoie donc des alertes aux médecins concernant, en fonction d'indices physiologiques et comportementaux, etc. Là, on est quand même, je voudrais juste essayer de suivre deux idées, n'est-ce pas, on est quand même dans un type de société qui est une société totalitaire où le sens de l'existence n'a pas d'importance. Où la possibilité, si vous voulez, d'échanger avec l'autre, de partager avec l'autre sa propre vulnérabilité. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quand même quelque chose qui part de la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que la constitution du sujet humain, la fabrique de la subjectivité? Le bébé, la caractéristique de l'espèce humaine, c'est que le bébé naît dans un état d'immaturité, d'inadaptation totale à l'environnement, n'est-ce pas? Il est dans un état de détresse, et il a besoin, si on prend Freud, de notre secourable, c'est-à-dire qu'il faut un autre avec lequel, n'est-ce pas, il va avoir un certain nombre d'échanges qui vont être aussi bien constitutifs de la culture que de la névrose d'ailleurs. Que de la névrose. Mais c'est là où se trouve la matrice germinative de ce qui va faire l'amour, de ce qui va faire la culture, de ce qui va faire la société.
Qu'est-ce que c'est si à la place, pourrait-on dire, de cet autre secourable qui a été vulnérable et qui est toujours encore vulnérable et failli, on met en place des machines, on met en place, si vous voulez, un monde, quelque chose va se transformer complètement. Bon, je pensais notamment aux travaux de Shane Turkle, qui est une anthropologue américaine, et qui montre comment, aujourd'hui, par exemple, les enfants qui ont connu différentes générations, depuis les jouets, n'est-ce pas, informatiques, jusqu'au Tamagotchi, et puis ensuite des jouets encore plus perfectionnés, ont commencé à changer leur mode de rapport, leur mode de pensée. Donc c'est un peu cette question qui se pose. Alors, deux points que je vais développer. Bon, le premier, si vous voulez, le premier et le suivant, c'est que calculer et penser, c'est pas pareil. Notre ami Jean-Claude Niveau le dit très bien, à un moment donné, n'est-ce pas? La rationalité calculatrice n'est pas la même chose que la pensée. Il y a une phrase du philosophe Jean-François Lyotard que j'aime toujours beaucoup, qui dit, n'est-ce pas, que dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, en faire perdre. Donc, en somme, n'est-ce pas, la possibilité d'être plus efficace, la possibilité de gagner du temps, c'est vrai que la question du temps est essentielle dans cette histoire-là, c'est nécessairement de s'exempter d'avoir à penser. Et nous n'avons plus à penser le monde, mais simplement à suivre les modes d'emploi de l'existence, à suivre les algorithmes de logiciels prescrivant les comportements que l'on doit avoir. Il y a là quelque chose d'extrêmement important, et je cite souvent ce philosophe qui s'appelle Gunther Sanders, qui est un mari d'Hannah Arendt, n'est-ce pas, premier mari d'Hannah Arendt, qui parle de l'obsolescence de l'homme. L'obsolescence de l'homme, et qui parle de cette honte prométhéenne de ne pas avoir été fabriqué. C'est-à-dire, nous avons été créés, nous n'avons pas été fabriqués. Et là, il y a un rapport qui est extrêmement... Vous voyez, qui ne peut pas être simplement, pour le dire simplement, c'est pas simplement technique. C'est pas une révolution technique, la post-existence. C'est véritablement ce que Pierre Bourdieu appelle une révolution symbolique. C'est-à-dire une transformation des croyances et une transformation, n'est-ce pas, de la manière de fabriquer un sujet éthique, c'est-à-dire du rapport que l'on peut avoir avec soi-même, avec l'autre, avec le monde. C'est cela qui est en train de se produire. C'est véritablement une révolution symbolique. La technique, c'est formidable. Encore une fois, on voit bien comment il fait les prothèses, on voit bien comment alors, si on aborde la question de l'introduction des nanotechnologies en médecine, on voit bien comment la célioscopie, les robots chirurgicaux, etc. Mais là, je prends beaucoup de risques en parlant de robots chirurgicaux devant M. Le Doyen, mais on voit bien comment ça va complètement transformer le monde. Et on voit bien comment, effectivement, on peut avoir la surveillance de facteurs de risque divers et variés. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème si, en quelque sorte, nous sommes à même de préserver notre monde humain et d'accueillir les robots au sein des humains. C'est tout à fait autre chose si nous sommes, n'est-ce pas, modélisés, façonnés, transformés, à devoir nous transformer en robots pour pouvoir accroître, optimaliser, rentabiliser les comportements des robots et des nôtres. Alors, je vous donne juste un point qui est un peu provoquant, mais volontairement. Tu le sais, le Japon est le pays qui, dans le monde, investit le plus dans la robotique, achète le maximum de robots, en fabrique. Le Japon, il y a quelques semaines, le gouvernement japonais a écrit au président de l'université en demandant qu'on ferme les départements de sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'au moment où la fac de médecine de Nice, n'est-ce pas, accueille, on dit, la culture au sein d'une faculté de médecine, là, il est dit, ça n'est pas suffisamment utile, c'est le point important, utile, efficace, et en gros, ça va orienter jusqu'à y compris au niveau de la recherche, bien sûr, dans les sciences pures. Parce qu'il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas, parce que Schrödinger trouve que ces équations sont merveilleuses, il y a une dimension esthétique, parce que Einstein parle des différents critères de validité, n'est-ce pas, des théories, il inclut le critère esthétique. On peut se demander si Niels Bohr, physicien quantique, aurait découvert le principe de complémentarité s'il n'avait pas cette passion pour Kierkegaard et pour une philosophie qui ne voulait pas transformer les contraires dans une espèce de synthèse s'opposant à la thèse, à l'antithèse, etc., de manière hegelienne. Donc,
voyez, ce que je veux dire par là, c'est que rien ne nous dit aujourd'hui, tout bêtement, que les enfants qui, dans les cours de récréation, jouent, récitent de la poésie, font des déclarations d'amour à leur petite copine, n'est-ce pas? Ces processus ne participent pas d'une meilleure acquisition des mathématiques, de la physique et de la chimie. Or, si nous sommes sur un monde qui est extrêmement rationalisé, fragmenté, nous nous trouvons dans ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation généralisée de l'existence? Eh bien, c'est la confiscation d'un savoir, d'un savoir-faire et d'un savoir-être par les modes d'emploi de la machine. Et je crois que, bon, nous le savons, n'est-ce pas, la prolétarisation de l'artisan, c'est à partir du moment où son savoir a été confisqué par le mode d'emploi de la machine qui a prescrit, en somme, à l'ouvrier des actes très précis, très fragmentés, mais où le lieu de la décision passait de l'être de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine.